Ici Maryse Mauger, bienvenue à vos nouvelles d'ici. Voici les manchettes pour cette semaine. Le projet de terminal pétrolier de Belledune n'est pas le bienvenu dans la baie des Chaleurs. Lancement d'un nouveau service en ressources humaines, gaspésiequalifié.com voit le jour. Une rencontre avec Paul Lamarre, candidat sortant, secteur Passepébiac aux élections scolaires. On parle avec Jean-Louis Leblanc, conférencier concernant la fermeture du village de Saint-Louis-de-Gonzague dans les années 70. Et une visite à l'atelier du maître verrier Mario Bouliam. Le projet de terminal pétrolier de Belledune refait surface dans l'actualité et suscite beaucoup d'inquiétudes. Le regroupement Taches d'huile, qui travaille à la protection de l'eau, a initié des assemblées publiques le mois dernier dans la baie des Chaleurs. Alors, pour en apprendre davantage sur la nature de ce regroupement et sur les enjeux et les risques que comporte ce projet, allons rejoindre Pascal Bergeron et Maude Prudhomme du regroupement Taches d'huile. C'est un regroupement qui a été fondé autour de la question de la fracturation en Gaspésie. Et puis, c'est récemment, quand le projet de Chaleur Terminals de port pétrolier à Belledune a émergé, qu'on a commencé à plancher sur ce dossier-là. Mais ça existe depuis... Depuis 2013. Okay. Vraiment, depuis 2013, c'est des gens qui se rassemblent, qui sont d'un peu partout autour de la péninsule. Dans la baie des Chaleurs, il y a quelques organisations qui existaient déjà, mais sinon, ailleurs, c'est vraiment des personnes dans différentes communautés. Et vous défendez l'eau potable. Bon, on défend l'eau potable parce que sans eau, il n'y a pas grand-chose, somme toute. L'eau potable, ça veut aussi dire l'eau pour les animaux qu'on va chasser, l'eau pour les poissons qu'on va pêcher, l'eau pour les communautés maintenant, l'eau pour les communautés à venir. C'est pas juste l'eau directement des municipalités. Pour Taches d'huile, c'est aussi l'eau des bassins versants, l'intérieur des terres. Puis avec Belledune, ça nous a amené aussi à réfléchir une certaine solidarité envers les communautés, par exemple dans l'Ouest, qui subissent l'exploitation des sables bitumineux, leur eau potable à eux aussi. Oui. Il n'y a pratiquement pas eu de consultation puis de diffusion du projet de Chaleur Terminals. Fait que oui, on a décidé qu'on allait informer les gens, d'autant plus que la plupart des gens ne sont pas au courant. Oui. Puis quand on leur en parle, ils sont très fâchés de savoir qu'il y a ce projet-là qui arrive dans la baie des Chaleurs. Dans les kiosques qu'on a fait cet été, on a fait différents festivals. On a vraiment seulement à expliquer le projet. Les gens sont capables de voir eux-mêmes que ça risque énormément de leur qualité de vie, de leur économie, de la qualité de vie de leurs enfants, qu'il n'y a aucun avantage, puis qu'en plus, ils n'ont pas été consultés ni même mis au courant. C'est de l'autre côté de la baie, on voit Belledune, là. Oui. Fait que oui, les gens sont choqués. C'est quoi Belledune? C'est quoi ce projet-là de terminal pétrolier? C'est un projet de transport de pétrole à partir, Maud nommait l'Alberta, les sables bitumineux, mais aussi les gisements par fracturation dans le sud de l'Alberta, de la Saskatchewan, dans le nord du Dakota du Nord. Ils veulent envoyer en phase 1 2 trains d'environ 120 wagons par jour le long de la Transcanadienne, après ça le long de la 20, dans la vallée de la Matapédia, et puis de Matapédia par le Nouveau-Brunswick jusqu'à Belledune. Après ça, ils storent ça dans des réservoirs. C'est 8 réservoirs en phase 1. Ils veulent monter à 20 en phase 2. D'ici 1 an et demi, la phase 2. La phase 1, ils parlent d'ici 6 mois. Mais c'est ça, en montant à 3 millions de barils de réserve, ben c'est 5 trains par jour que ça leur prend après pour tenir cette réserve-là en dedans d'une semaine. Là. Ce qui est énormément de trafic sur les rails. Puis après ça, mais il y a le trafic maritime qui vient avec ça. Le promoteur parle de 36 à 84 bateaux par année qui circuleraient dans la baie des Chaleurs. Puis quand on parle de bateaux ici dans la baie des Chaleurs, c'est vraiment, on parle ces temps-ci du gros bateau qui est sur le Saint-Laurent, le Minerva. Ça, c'est ce qu'on appelle un Afromax. Sans tomber dans les gros techniques, c'est encore plus gros probablement ce qui circulerait ici dans la baie des Chaleurs. Il y a des enjeux là, au niveau des profondeurs, comment ils vont faire pour charger les bateaux, est-ce que ça va être un genre d'oléoduc avec des... Mais bref, ça va être des bateaux énormes avec les risques que ça implique. Si jamais il y a une fuite, il n'y a pas vraiment de technique pour le récupérer dans la glace. On s'adresse à la population, on s'adresse aux habitants pour l'instant de la baie des Chaleurs, voire au-delà. Ça peut aller jusque dans le bas du fleuve, mais c'est vraiment de voir entre nous d'abord qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce qu'on a envie de faire. On ne s'attend pas nécessairement à ce qu'une compagnie dont le but est de faire le plus d'argent possible considère la sécurité des communautés tout au long. Si ça avait été le cas, les sables bitumineux n'existeraient pas. Donc, on s'attend à ce qu'il faille créer un rapport de force avec les communautés, fait que c'est aux gens qu'on parle. Depuis 2009, il y a eu une augmentation exponentielle du trafic de pétrole
sur les rails. Et puis, il y a eu une augmentation plus que proportionnelle des accidents. Un autre des éléments, c'est qu'on se souvient des victoires de Belle-Dune par rapport à Bennett, à l'incinérateur de déchets toxiques. Les gens ici s'étaient levés et avaient réussi à faire arrêter le projet. Puis on s'en souvient, puis on essaie de, sur cette base-là, se rassembler puis réunir les forces pour voir comment on va réussir à préserver la qualité de vie de la baie cette fois-ci. Les sables bitumineux, on veut qu'ils étouffent. Okay. En fait, on veut pas qu'ils sortent nulle part. C'est une catastrophe. C'est 3 barils de pétrole de brûler pour en extraire 5. À l'heure des changements climatiques, ça n'a aucun sens d'extraire ce pétrole-là. Mais il faut comprendre que le projet Belle-Dune s'inscrit dans un projet global qui est l'expansion des sables bitumineux. À travers l'Amérique du Nord, c'est bloqué en ce moment à l'ouest par des communautés qui se lèvent debout, qui ne veulent pas être complices de l'expansion. Même affaire au sud, les communautés ne veulent pas risquer leur qualité de vie pour l'expansion d'un désastre. Là, ils essaient de se faufiler vers l'est. C'était leur dernier choix. C'est beaucoup plus long de passer vers l'est. Ils essaient aussi de passer en douce. Si c'était si avantageux que ça, ils nous en auraient parlé eux-mêmes. Ils se sont faufilés comme ils se faufilent sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est pas juste pas ici. C'est refuser cet élan-là qui est désastreux d'un bout à l'autre. Pour les gens désirant s'impliquer, vous pouvez vous rendre à l'adresse suivante www.tacheduile.com. Maintenant, une conférence de presse avait lieu pour le lancement d'un nouveau service en ressources humaines en Gaspésie. Ce nouveau service est tant pour les entreprises que pour les personnes en recherche d'emploi et se nomme gaspésiequalifié.com. Pour en apprendre davantage, allons rejoindre Mme Anita qui nous explique. Oui, bien en fait, aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est le lancement de notre nouveau service gaspésiequalifié.com. On est là pour venir annoncer ça à nos partenaires. Ensuite de ça, on va faire une tournée des entreprises. Le nouveau service, bien, c'est un service aux entreprises. Vous savez que nos organisations, à nous, on donne un service aux participants, aux chercheurs d'emploi. C'est déjà bien établi depuis longtemps. Et là, la nouveauté, c'est qu'on va maintenant offrir un service aux entreprises en processus de dotation, recherche d'emploi. On va pouvoir accompagner les employeurs qui cherchent des perles rares, des candidats qualifiés. Fait qu'on va avoir accès à une banque de candidats très intéressante. Puis aussi, on va pouvoir, selon les besoins des entreprises, les accompagner selon ce qu'ils ont besoin, dans le fond. C'est dans le but quand même de venir combler un manque de ressources en Gaspésie, là, que les gens qui nous écoutent à l'extérieur, qui veulent revenir en Gaspésie, c'est un bon moyen. Bien oui, effectivement. Et nous, bien, on a déjà quand même, via Place aux jeunes, via les autres programmes, on a déjà beaucoup de jeunes qui manifestent l'intérêt de venir. La beauté là-dedans, c'est que là, on a un accès à... Il n'y a pas de limite d'âge, c'est toute clientèle. Et là, on va chercher vraiment à cibler les gens qualifiés qui ont des diplômes ou qui ont des expériences de travail vraiment. Il leur permet, dans le fond, de dire, bien moi, j'ai quelque chose à donner, j'ai quelque chose à vendre à l'entreprise. Fait que je pense que je pourrais dire que je suis une personne qualifiée, en guillemets. Toute formation, même, ça peut être un monsieur qui ça fait 30 ans qui fait la même chose et qui n'a pas nécessairement de diplôme, qui a travaillé sur la construction, bien, on peut dire que c'est un emploi qualifié. Puis souvent, en Gaspésie, on se rend compte que ces emplois-là, des fois, sont difficiles à combler, justement parce que la main-d'œuvre est peut-être pas toujours autant qualifiée qu'on voudrait. Fait que ça permet justement de combler. Ça, c'est pas un nouveau service gaspésiequalifié.com, mais ça existe partout dans la province. C'est nouveau en Gaspésie. Depuis juin, le site Internet est en ligne. Et là, on fait vraiment le lancement ici. Mais depuis 2009, il y a différentes régions au Québec. Toutes les régions administratives, en fait, là, deviennent des régions qualifiées pour pouvoir dispenser le service. Fait qu'on a la force d'un réseau aussi, parce qu'on peut se référer à nos collègues partout au Québec. Oui, puis pourquoi s'associer à Carrefour Jeunesse Emploi et Horizon Emploi? Pourquoi seulement pas être gaspésiequalifié.com? Bien, en fait, c'est une coopérative et la coopérative, pour s'intégrer sur les territoires, avait besoin d'avoir pignon sur rue. Il fallait qu'elle s'associe à des organisations d'employabilité qui étaient déjà sur le territoire. Fait que Gaspésie Qualifié n'est pas une organisation comme telle, ça devient un service qui appartient aux organismes que vous venez de mentionner. Nous, dans Rocher-Percé, notre organisation va desservir la MRC du Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé. Horizon Emploi vont desservir Avignon, Bonaventure et Haute-Gaspésie. Fait que tout le territoire va être touché. Maintenant, les élections scolaires auront lieu le 2 novembre prochain partout au Québec. Et les élections servent à élire un commissaire qui est un acteur essentiel dans la commission scolaire et doit être actif dans son milieu. Pour le secteur de Passepébiac, il y a 2 candidats, soit M. Antonio Huard et le candidat sortant, M. Paul Lamarre, que j'ai rencontré cette semaine pour lui donner le droit de parole. J'ai découvert c'était quoi le commissaire quand il y a presque 20 ans. À un moment donné, la population s'est soulevée ici contre les augmentations du coût du transport du midi. Ça avait fait une tollée à l'époque. On dirait qu'on est un peu comme genre 20 ans en avance.
Un comité citoyen s'est fait sur l'ensemble. À l'époque, ça s'appelait la Commission scolaire Baie-des-Chaleurs. OK. Il y a eu un soulèvement. On a bloqué des écoles. On a fait des réunions très, très, très houleuses jusqu'à ce qu'aux élections qui ont eu lieu 2 mois après, la population a dit « assez, c'est assez ». OK. Puis, ils ont élu du monde qui pensait qu'elle allait là pour eux. Puis, j'ai pas peur de me présenter devant la population pendant pour leur dire, j'ai été là pour eux. Il faut démêler 2 choses. Il y a le conseil des commissaires Oui. et il y a la commission scolaire. OK. Un conseil des commissaires, on est à même titre qu'un conseil municipal. OK. On voit à la bonne gestion, afin que la population de la localité reçoive vraiment ce qu'il devrait avoir. OK. Et nous nous assurons que cette commission scolaire-là soit bien gérée. Ça, c'est le rôle d'un commissaire. OK. De tout superviser ça. Oui. Puis les commissaires, on est des élus. En fin de compte, on est un peu dans le domaine des affaires comme un genre de conseil d'administration. Nous avons présentement, d'après moi, puis je pourrais vous mettre les chiffres à l'appui tantôt, une des meilleures commissions scolaires, les mieux administrées au Québec. Il y a eu aussi un moment donné, il y a à peu près une dizaine d'années, M. Jean-Marc Fournier, qui était au ministre de l'Éducation au Parti libéral, lui, il a vu que les évaluations de maison à la grandeur du Québec étaient en train de quasiment de doubler. Oui. Il a dit « c'est assez ». Je l'ai applaudi, j'ai dit « c'est assez », j'ai même envoyé une lettre de remerciement. Il a forcé les commissions scolaires à baisser la taxe. J'en étais très heureux. On est baissé à 22 cents du 100 $ sur les évaluations. Oui, parce que là, avec le document que j'ai en main, vous avez voté, vous... Vous avez le document en main? Oui, j'ai réussi à avoir le procès-verbal de la dernière réunion. Et puis, au vote, vous êtes un des seuls, si je peux voir, ou à comprendre que vous êtes contre Oui, l'augmentation définitivement. de la taxe scolaire. C'est une question, comme je vous l'expliquais un peu avant l'entrevue, c'est pas vrai que les citoyens doivent assumer des augmentations de l'ordre de 15 ou de 20 d'augmentation. Le coût d'inflation n'est pas ça. Oui. La population en a assez. C'est pas de notre faute, nous autres, si nos évaluations ont doublé. C'est que ça dérange les gens, ça. OK. Je fais des appels présentement pour encourager les gens à aller voter, Oui. pour montrer au ministre Bolduc, là, Oui. regarde, là, on croit à l'éducation de Oui, nos parce jeunes en que région. il vous menace, le Ben, c'est une ministre. menace. Moi, tout ce que je fais, je me bats. Je Oui. me bats, puis je me bats, puis je comprends les gens. La plupart des gens me disent, « Mais monsieur Lamar, on n'a plus d'enfants dans les écoles. Puis nos taxes augmentent de 15 puis 20 » Puis je suis d'accord avec eux. Ça devrait être c'est assez. De toute façon, je trouve ça complètement insensé que les taxes scolaires soient reliées directement aux évaluations municipales. Ça ne devrait même pas exister. Vous suggérez quoi? C'est un non-sens. Tout simplement un impôt qui sera relevé comme toutes sortes d'impôts, comme pour la santé, comme pour les routes. Il n'y a pas de taxe sur les routes. Depuis 2007-2008, aller à 2012-2013, nos évaluations de maisons ont augmenté de 42 C'est là que j'ai applaudi le ministre Fournier à l'époque de dire « Wow, c'est assez ». C'est là que vous intervenez, puis vous mettez le Oui, poing sur parce que la là, table. même s'ils décident de faire des coupures pour le fameux déficit zéro, premièrement, qu'ils viennent voir notre gestion. On va en parler tout à l'heure, mais on va vous expliquer c'est quoi vraiment le coût d'une commission scolaire. Vous allez voir les vrais chiffres. Carrette, nous, c'est assez. C'est pas une question qu'on ne veut pas aider au déficit zéro, c'est pas ça. Mais c'est pas vrai que la population et les contribuables peuvent assumer année après année 15 à 20 d'augmentation sur leurs taxes. Je suis contre, je serai toujours contre. Il va falloir là, que les nouveaux, si je suis réélu, ça va être mon mandat, ça va être mon nouveau combat. Bon, on vous remercie beaucoup d'avoir démystifié tout ça. Puis Oui. 2 novembre prochain, alors, les gens auront à choisir Oui. entre 2 candidats et vous en faites partie. Oui. Puis moi, je tiens à dire aux gens, un commissaire, c'est un élu, on est là pour vous. Moi, je vous dis, moi, je vais toujours continuer à être là pour vous, pour que nos écoles ont une bonne gestion, que nos enfants aient une bonne réussite, puis que la dépense soit au minimum. Puis, si advenait le cas que le taux de participation, comme le ministre dit, serait bon, puis qu'il y a des changements à faire, bien moi, je vais me battre aussi. Et je vais me battre pour dire, oui, vous voulez les enlever, les élus, mais vous allez enlever la taxe scolaire aussi. Et la semaine prochaine, ce sera au tour de M. Antonio Huard, candidat aux élections scolaires secteur Passepébiac, de s'exprimer.
Maintenant, une conférence sur la fermeture du village de Saint-Louis-de-Gonzague, arrière-pays de Saint-Omer, avait lieu le 6 octobre dernier à Bonaventure. Nous étions sur les lieux et nous avons profité pour parler avec le conférencier et auteur, M. Jean-Louis Leblanc. Bien, le but de la conférence, c'est d'expliquer un peu l'histoire de Saint-Louis-de-Gonzague dans le cadre du 150e anniversaire de fondation de Saint-Louis-de-Gonzague. Ce que j'essayais d'expliquer, c'est d'expliquer que le Saint-Louis-de-Gonzague, dans le fond, son histoire, c'est un village de l'arrière-pays, c'est une histoire qui est complètement différente des autres villages de l'arrière-pays en Gaspésie. Il y a beaucoup d'imbroglio, l'histoire est différente. C'est un village qui a été fermé en partie, donc il y a seulement une partie qui a été fermée, l'autre partie n'a pas été fermée, et les gens continuent de vivre sur ce territoire-là et continuent à résister, continuent à vivre là-dessus. Alors, c'est important que je voulais quand même expliquer aux gens c'est quoi cette histoire-là pour faire en sorte que les gens des autres villages de l'arrière-pays puissent se dire, vous voyez, ici, on a un village en Gaspésie qui est différent. Alors, moi, l'objectif, c'était que ce village-là puisse continuer à vivre. Donc, parce qu'ailleurs, souvent, les villages d'arrière-pays, lorsqu'on arrive là, il n'y a plus rien. C'est un village qui est, dans le fond, et on fait du reboisement très rapidement pour qu'on ne voit plus rien. Nous aussi, on a des rangs qui ont été comme ça, tu sais. On a quand même quelques rangs qui ont encore de l'habitation. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'était de dire aux gens, il faut que les gens se souviennent de ces villages-là. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une page Wikipédia. On a créé, avec le nom Saint-Louis-de-Gonzague, MRC d'Avignon, pour que les gens s'en souviennent de ce qu'on peut raconter l'histoire. On a créé une page aussi Wikimapia, parce qu'on a la carte de Saint-Louis-de-Gonzague avec tous les résidents qui ont déjà resté là, donc avec leur terrain, et ainsi de suite. On vient de faire un livre aussi qui s'appelle Indélébile, le rang des oubliés, avec Chantal Arsenault, journaliste en Gaspésie, et moi-même, Jean-Louis Leblanc, on vient de sortir ce livre-là, qui le lancement va avoir lieu le 7 octobre. C'est un livre, c'est un roman historique où il parle de l'histoire de Saint-Louis-de-Gonzague. Et bien sûr, comme c'est un roman, il y a une histoire d'amour à l'intérieur du village. On a fait aussi des calendriers, on a fait des livres de recettes. Donc, on fait plein d'outils, autant virtuels que des outils physiques dans les mains, un livre ou quelque chose de genre, un calendrier, pour faire en sorte que le village, que les gens s'en souviennent. Donc, l'objectif, moi, ce que j'essaie de dire aux autres villages de l'arrière-pays, c'est créer des outils, créer un momentum pour faire en sorte que les gens s'en souviennent. Parce que moi, j'ai des enfants, puis déjà, mes enfants se demandent où est-ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, puis qu'est-ce qu'il y en est. Aujourd'hui, c'est rien que des arbres, c'est la forêt, puis les gens ont tendance à oublier ces secteurs-là. Donc, un peu ce que, comme M. Jean-Marie Thibault est en train de faire, par exemple, qui est une excellente idée de vouloir amasser de la documentation pour faire en sorte de faire connaître ces villages-là, bien, moi, je l'ai déjà fait pour Saint-Louis-de-Gonzague. Alors, Saint-Louis-de-Gonzague, présentement, est sur la carte. Les gens savent c'est où. Les gens sont capables d'aller sur divers sites web, voir qu'est-ce qu'il y en a. On a aussi le site des anciens résidents de Saint-Louis-de-Gonzague. Donc, les gens peuvent aller sur Facebook, sur le site des anciens résidents. Et ça leur donne l'occasion d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à savoir qui on est, puis qu'est-ce qu'on fait aussi pour ces territoires-là. Moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Saint-Louis-de-Gonzague, c'est-à-dire, ça s'appelait Saint-Louis-de-Gonzague, la dynamique d'un conflit. Tu sais. J'ai fini mon mémoire de maîtrise en 1996 et depuis 1996, j'ai fait de la recherche sur ce territoire-là. Et cette année, bien, ça a été le lancement de la page Wikipédia, Wikimapia, un livre, ainsi de suite. Donc, tous les outils sortent cette année dans le cadre du 150e anniversaire de fondation de Saint-Louis-de-Gonzague. Terminons l'actualité de cette semaine avec votre chronique policière. Bonjour et bienvenue à votre chronique hebdomadaire concernant l'actualité des postes de New Carlisle et Pabot. Alors cette semaine, on couvre l'actualité des 2 dernières semaines. Alors pour commencer avec New Carlisle, au niveau des collisions matérielles uniquement, nous avons 10 dossiers répertoriés. On parle d'un dossier à Saint-Jacques, 2 à Passepébiac, 2 à Saint-Siméon, 1 à Chigaouek et 1 à Hopetown, et finalement 3 à Bonaventure. Au niveau des collisions impliquant des blessés, nous avons 3 dossiers. 2 dossiers avec blessés mineurs, un à Passepébiac et l'autre à Chigaouek, et un blessé grave, dossier ouvert à Hope. Nous avons un dossier de conduite de capacité affaiblie qui a été ouvert à Passepébiac, et c'est dans le cadre de capacité affaiblie par drogue et médicaments. Nous avons un incendie de véhicule survenu à Passepébiac. Une introduction par effraction dans un commerce est survenue à Passepébiac. Nous avons un dossier à Passepébiac également de voie de fait sur agent de la paix et bris d'engagement. Nous avons un bris d'engagement survenu à Saint-Siméon. L'exécution d'un mandat d'arrestation à New Carlisle. Un méfait moins de 5 000 causé sur véhicule est survenu à Saint-Godefroy.
Nous avons un dossier à Saint-Siméon d'agression sexuelle. Un dossier maintenant d'utilisation de fausses monnaies, dossier ouvert à Bonaventure. Nous avons à Passepébiac un dossier de chicane de famille sans accusation. L'intervention policière a permis de dénouer l'impasse. Nous avons un dossier de recel répertorié au poste de New Carlisle. Recel moins de 5 000 donc survenu à New Richmond. Et nous avons à Passepébiac un dossier de possession simple de cannabis. Nous avons à Bonaventure 2 dossiers un peu plus substantiels. On parle d'un dossier d'harcèlement criminel, appel harassant et conduite dangereuse. Et dans le deuxième cas, on parle de voie de fait, proférer des menaces, entrave au travail policier et voie de fait sur agent de la paix. À Bonaventure, nous avons un vol moins de 5 000 qui est survenu. Nous avons également eu un vol moins de 5 000 dans un véhicule automobile à Bonaventure. Méfait moins de 5 000 survenu à Saint-Siméon. Et un voie de fait, menace, dossier ouvert à Passepébiac. Nous avons dans le secteur de Passepébiac un dossier plus substantiel également. On parle de voie de fait, proférer des menaces, méfait moins de 5 000 méfait de moins de 5 000 sur véhicule et entrave au travail policier. Maintenant, pour le secteur de Pabot, on parle au niveau des collisions matérielles uniquement. On parle de 15 dossiers répertoriés. On parle de 6 survenus à Chandler. Et pour les municipalités de Percé, Sainte-Thérèse, Newport, Pabot, on parle d'un dossier. Et Grande-Rivière, 3 dossiers. Et Gascon, 2 dossiers, donc pour faire le tour des collisions matérielles uniquement. Au niveau des collisions avec blessés, on parlera ici de dossiers blessés mineurs. 2 dossiers, un à Grande-Rivière et l'autre survenu à Percé. Bilan positif concernant les conduites capacité affaiblie. Pour le secteur de Pabot, on parle d'aucun dossier répertorié. Un dossier de possession de méthamphétamine et de cannabis ouvert à Chandler. Un vol de véhicule est survenu à Grande-Rivière. Nous avons 2 dossiers concernant proférer des menaces, un à Pabot et l'autre survenu à Port-Daniel. Nous avons un dossier à Chandler maintenant de possession d'armes, introduction par effraction dans un commerce et vol moins de 5 000. Nous avons eu également à Gascon un dossier de vol qualifié, proférer des menaces et également bris de probation. 2 dossiers de voie de fait maintenant ont été ouverts, un à Lens à Beaufils et l'autre à Val d'Espoir. Un dossier maintenant de vol moins de 5 000 est survenu à Chandler. Nous avons eu à Gaspé un vol moins de 5 000 dans un véhicule et méfait moins de 5 000 au dossier ouvert pour la municipalité de Newport. C'est ce qui fait le tour pour l'actualité des 2 postes de New Carlisle et Pabot. Alors, soyez prudents. Encore une fois, en début d'année scolaire, changeons nos habitudes au niveau des zones scolaires, très important. Des opérations sont à prévoir par la Sûreté du Québec à ce niveau-là. Également, soyez prudents en forêt, au niveau de la chasse, soyez prudents et ce sont les mêmes règles qui s'appliquent au niveau des conduites capacité affaiblie. Le code criminel s'applique en forêt, donc soyez prudents. Merci. Cette semaine, je suis allée à la rencontre d'un maître verrier, M. Mario Bouliam, installé à New Carlisle depuis quelques années. Il est natif du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me suis intéressée à son art, le verre. Le vitrail, quand j'ai commencé, juste début 70, vitrail, on n'en entendait plus parler du tout. C'est plus la mode, quoi? Non, c'est ça. On avait fermé les églises. Hein? Okay. On n'allait plus à l'église. Oui, Personne n'allait à l'église. Mm-hmm. On allait voir Valérie, puis on n'allait plus à l'église. Là, tout d'un coup, bon, j'avais des amis, puis qui avait un oncle qui avait appris d'un Hollandais. Un Hollandais volant, peut-être. Okay. Puis il avait appris le travail de la découpe du verre, puis l'assemblage de lampes. Puis j'ai travaillé là pendant 3 ans. Ça, c'était la maison de lampe Tiffany. Je suis sûr qu'il reste des choses... C'était pas numérique dans le temps, mais sûrement qu'on peut trouver de l'information. J'ai monté cette entreprise avec mes amis, puis quelques ingénieurs qui, à la retraite, qui étaient impliqués là-dedans. Alors, après ces 3 ans-là, j'avais découvert quelque chose auquel je me suis accroché, puis qui était beau. Le verre, c'était beau, les couleurs portaient des noms de fruits, des noms de fleurs. Puis je découvrais l'art à 20 ans. C'est l'âge de la découverte. Je découvrais l'art. J'ai voyagé Vancouver, aux États-Unis. Je suis allé en France. Là, j'ai appris
À Vancouver, je suis resté 6 mois. Si vous avez remarqué, le vitrail est devenu... on peut partir des années 70 où on n'en parlait pas. Années 80, hop, un peu plus. Et puis, bon, là, à Vancouver, j'ai vu que près de la Californie, hein, beaucoup de choses nous viennent de la Californie. Donc, le vitrail est revenu par là. OK. En fait, les bases du vitrail, c'est l'Europe, c'est la France. Les premiers vitraux qu'on a eus ici venaient de France. Bien évidemment. Après, ils venaient de Toronto. Ben, ça dépend. Qui les commandait, les Anglais, bon, il y a tout. C'est un monde, le verre, le vitrail. L'art avec une grande Oui, histoire, moi, j'ai tout appris ça. l'histoire de l'art avec le vitrail. Et voilà. Comme d'autres vont l'apprendre avec le dessin ou la peinture. Moi, c'est avec le vitrail. Et puis, je suis arrivé ici, j'ai fait déjà des projets à Bonaventure. OK. Plusieurs. J'ai pour but de faire un vitrail dans chaque maison. Là, je suis en train de préparer une grande exposition pour Montréal, pour le Festival de jazz. Oui, très belle. En 2016. J'en parle. Oui. Et je suis en plein dedans. C'est Billie Holiday avec une cigale. Ça, c'est l'anecdote de ce spectacle qu'il y avait eu dans les années 50. Je prépare cette exposition pour 2016, déjà depuis une bonne année. OK. C'est venu tranquillement, ça prend forme, les grands projets prennent forme tranquillement et se solidifient au fur et à mesure qu'on y ajoute des briques. Chaque personne est différente. Souvent, on essaie d'épouser des moules dans la vie. Puis c'est l'apprentissage de la vie. Et puis, à un moment donné, les moules ne font plus. Alors, il faut se faire, il faut être. Puis moi, je ne peux pas être autrement qu'un artiste, un artisan. Ça a été long. J'ai été artisan longtemps avant d'être artiste, avant de laisser libre cours à mon imagination. J'ai plusieurs photos à voir sur Internet, puis j'ai toutes mes coordonnées. Moi, ce que j'aime, les gens qui veulent améliorer, qui ont une maison, peu importe où ça se trouve, il y a plein de fenêtres. Moi, j'aime aller voir la maison, puis suggérer ce que la maison me dit, me parle. La maison parle. Elle me dit que ouais, ça serait très beau là, un vitrail. Bon, là, j'élabore une idée que j'offre à un éventuel client, et puis souvent, c'est des belles réussites. C'est d'intégrer un vitrail. C'est sûr que je pourrais faire il y a plusieurs artisans qui font des objets en vitrail qu'on accroche. Tout ça, c'est beau. Mais moi, je l'intègre à l'architecture. C'est comme j'ai fait à Bonaventure, dans la chapelle gospel, sur le site du musée. Le plus grand vitrail en Gaspésie, sûrement, et même dans plusieurs endroits. Et bien, ça va rester là des centaines d'années. À l'éternité. Comme les vitraux qu'on retrouve à Chartres ou dans les grandes cathédrales. Et puis, c'est une valeur sûre, c'est une valeur qui est durable. Quand on fait un vitrail, quand c'est bien pensé, quand c'est bien installé, c'est une valeur ajoutée à une maison. OK. Si on veut partir avec, on peut toujours partir avec, mais ça va va pas nous aider à vendre la maison, alors qu'un vitrail dans une maison, c'est un élément convaincant. À la chronique Agenda de cette semaine, Femmes en mouvement vous informe qu'il reste quelques places disponibles pour les ateliers du journal créatif qui auront lieu à Passepébiac. Le journal créatif est un outil de développement personnel qui allie écriture, dessin, collage et divers jeux de création dans le format d'un journal intime. Inutile d'être bonne en dessin et en écriture. Alors, c'est samedi le 25 octobre et samedi le 8 novembre au Centre Action bénévole de Passepébiac de 9h à 16h. Saint-Pédis lance l'invitation d'un déjeuner Halloween le dimanche 26 octobre de 9h à 13h au profit des fermières au Centre communautaire Saint-Pédis. Adultes 6 $, bienvenue à tous. Et je termine ici avec un whist militaire au Centre communautaire de Saint-Pédis également, dimanche le 16 novembre à 13h30. Plus de 20 équipes pour le gros whist et moins de 20 équipes pour le whist ordinaire. Pour information, vous pouvez communiquer Mme Janine de la Roseville au 752-5234 ou Micheline Duchesneau au 752-5266. Voilà, mesdames et messieurs, ceci complète l'édition des Nouvelles d'ici pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.